Hello, bonjour à tous. Salut à tous, c'est Alzi, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une septième JDM Classroom. Aujourd'hui, on va parler de l'hypnose, un sujet qui me passionne. Nos super pouvoirs, c'est l'idée d'identifier nos soft skills pour pouvoir les transformer en super pouvoirs, puisque c'est vrai qu'on a vu qu'à travers nos différentes passions, à travers nos différents hobbies, on développe des mécanismes, des automatismes qui vont nous permettre, si on les conscientise, si on sait les utiliser, de pouvoir les appliquer dans d'autres domaines. Donc l'idée, c'est de vous expliquer ce que c'est pour moi l'hypnose, d'ouvrir un petit peu le débat. Et demain, on aura un invité de malade. Je vous en dis plus dans la journée, mais en tout cas, j'ai eu une bonne nouvelle aujourd'hui, donc je vous partagerai ça tout à l'heure. Est-ce que je laisse la musique? Est-ce que c'est trop fort? Vous me direz pendant le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, vous pouvez aller aussi sur le Discord. Sur le Discord, voilà, c'est bon, je mets on peut discuter et puis je mets tous les liens, tous les contenus de toutes les Jedi Classroom. On a parlé de plein de choses, d'entrepreneuriat, de jeux vidéo, de soft skills, de vraiment plein de choses. Je vais pas allumer la lumière, c'est peut-être un petit peu dommage. On va se mettre un petit peu plus de lumière. Et voilà, ouais, ce sera beaucoup mieux là, pour la lumière. Et bah allez, c'est parti, on va parler d'hypnose. L'hypnose, qu'est-ce que c'est? Très bonne question, je sais qu'il y a plein de gens qui se demandent. D'ailleurs, je vous avais fait un petit... j'espère que vous l'avez vu. Effectivement, puisque l'hypnose, ça peut paraître un petit peu un sujet mystérieux. Et c'est vrai, ça peut paraître un peu mystérieux. Du coup, on va parler de pourquoi l'hypnose, quelles sont les idées reçues, quelles sont les choses que j'entends souvent. Et on va parler un petit peu de tout ça. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Déjà, l'idée d'aborder ce sujet, c'est vraiment de changer de perspective, d'avoir plus de compréhension sur un sujet qu'est la communication. Comment devenir magicien de sa communication? C'est aussi comprendre comment on communique tout le temps avec soi-même, avec les autres, et comment on peut s'adapter en fonction de l'autre pour mieux faire passer ses idées. Puisque dans la vie de tous les jours, on communique avec tout le monde, avec nos prestataires, avec nos fournisseurs, avec nos proches. Et effectivement, parfois, même souvent, il y a des problèmes de communication. Et c'est pour ça que l'idée de devenir magicien de sa communication, c'est pas euh, d'apprendre à communiquer, vous savez déjà le faire très bien, mais par contre, c'est de comprendre pourquoi. Parfois, ça se passe mieux que d'autres, et de savoir quels sont les outils que vous avez à votre disposition pour vous entraîner sur différents aspects de votre communication et que vous ayez une meilleure compréhension de tous ces outils. Et pourquoi ça change, ça peut changer vos perspectives? Parce qu'en fait, ça change donc nos paradigmes, c'est-à-dire la façon dont on approche les choses. Et effectivement, euh, comme on avait vu avec l'effet Dunning-Kruger, quand on n'a pas beaucoup de savoir sur quelque chose, on a tendance à se dire que on en sait plus qu'on en sait. Et donc, il faut se renseigner, apprendre pour comprendre qu'on peut s'adapter et que ça se passe jamais comme on l'a envie. Et que ce soit pour un saut en parachute ou pour n'importe quelle expérience, on peut pas, peu importe si on nous la raconte 10 000 fois de manière différente, tant qu'on l'a pas vécu, on pourra pas avoir tous les éléments en main pour se faire son propre avis. Donc l'hypnose, est-ce que c'est de la magie comme par magie? Bah, effectivement, c'est ça qui m'a passionné au début. Pourquoi ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est que l'hypnose? Et pourquoi en un claquement de doigts, quand on va à un spectacle, va y avoir des gens qui vont être hypnotisés? Euh, Qu'est-ce que ça veut dire l'hypnose? Il faudra qu'on parle aussi de notre définition, puisque c'est un mot un petit peu fourre-tout, mais en globalité qui interagit avec les états de conscience modifiés. Alors on verra aussi ce que c'est qu'un état de conscience modifié. C'est vrai que notre cerveau fonctionne de manière automatique et de manière instinctive et nous fait changer d'état aussi en fonction des situations, en fonction de notre environnement.
et on verra qu'est-ce qui influe sur ce cerveau et pourquoi ça nous paraît magique, parce que c'est invisible. Donc on va essayer de révéler cet invisible en parlant ensemble et en s'inspirant de différents d'hypnotiseurs, de différentes techniques pour pouvoir les appliquer, vous, dans votre vie professionnelle, dans votre vie de tous les jours, pour que vous puissiez essayer de vous entraîner sur différents aspects de votre communication. Et une fois que vous aurez mieux compris vos mécanismes, vous pourrez aussi mieux comprendre ceux des autres. Et donc, on va plonger un petit peu dans tout ce qui est mécanisme de l'inconscient, comme on l'a déjà fait, et comprendre que notre réalité, elle est toujours filtrée par nos sens, puisqu'on est une machine, et il faut bien qu'on récolte l'information, et il faut bien qu'on communique l'information quand on a besoin aussi. Et pour ça, comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? Alors moi, j'ai commencé l'hypnose il y a très longtemps, on va dire en 2003. J'ai commencé à lire beaucoup de livres, et c'est vrai que ça me paraissait complètement mystérieux en fait. Je comprenais pas comment, en parlant, un spectacle d'hypnose pouvait avoir lieu. Alors le premier spectacle d'hypnose que j'ai vu, c'était à 16 ans, je crois, aux États-Unis. Je comprenais pas trop l'anglais à ce moment-là, donc j'ai pas pu bien en profiter. Mais déjà, j'avais été assez surpris de ce qui se passait, de voir cet amphi, ces gens par terre sur scène, et ça m'avait beaucoup perturbé, on va dire. Et donc j'ai commencé à lire tous ces livres, et c'est vrai que peut-être j'étais trop jeune, ou je sais pas, ou j'avais pas de personne pour m'expliquer réellement. Mais ces livres, j'avais du mal à comprendre comment, juste avec ces mots et avec sa communication, sa connexion avec une autre personne, on pouvait générer des états de conscience modifiés, et de l'hypnose de spectacle comme ça. Et donc, je suis allé voir ce magicien célèbre dont je vous ai déjà parlé, Darren Brown, qui faisait ce spectacle Enigma à Londres. Et après l'entracte, il a dit je vais faire de l'hypnose après l'entracte. Si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans la salle. Mais voilà, il va se passer une expérience d'hypnose en tout cas. Et donc, il s'est avéré que je me suis retrouvé sur scène, puisqu'il avait hypnotisé toute la salle et qu'il m'a emmené sur scène et qu'il m'a hypnotisé, et que ça m'a complètement trigger, puisque j'ai compris et ça m'a débloqué. Je comprenais euh, les différents outils qu'il utilisait, les différentes façons qu'il avait de choisir ses mots et de communiquer à mon corps, à moi, au public en même temps. Et en fait, il y avait toutes ces réalités en même temps, et c'était assez incroyable. Et ça m'a débloqué beaucoup de choses. Donc après, quand je suis allé le voir après le spectacle, il y a des gens qui sont venus me voir pour me demander comment c'était. Alors moi, je pensais que j'avais fermé le micro, mais je pense qu'on est tout bon, on est tout bon niveau son, ça devrait aller. Et donc, je suis allé le voir après le spectacle, et en fait les gens venaient me voir pour me demander comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, bah, c'est plutôt eux qui étaient publics et qui voyaient ce qui se passait. Donc moi, clairement, quand il m'a réveillé à la fin, en fait il m'a mis entre deux tréteaux, il m'a fait tomber en arrière, et après mis entre deux tréteaux. Et après, quand il m'a réveillé, j'avais même oublié qu'il m'avait pris mes lunettes, et en fait je comprenais pas. Et après, quand je suis allé me rasseoir, je me souviens que j'avais encore les muscles tout tendus, et que je comprenais pas très bien encore ce qui s'était passé, même si j'avais compris en tout cas toute cette communication latente entre ce qu'il me disait, ce qu'il disait à mon corps et ce qu'il disait au public. Et ça, en fait, ça a tout débloqué. J'ai compris, tiens, mais en fait, il y a plusieurs canaux de communication, et avec les mots qu'on choisit, on peut et donc, je me suis remis à lire tous ces bouquins, je me suis reformé, j'ai fait des formations avec Romaric, et puis aussi avec Anthony Jacquin, qui a écrit le livre Reality is Plastic, mais surtout qui a fait des DVD incroyables sur mixer l'hypnose et la magie dans Manchurian Approach, et donc qui est, je sais pas, 6 DVD de 6 heures où il y a plein d'effets magiques, d'hypnose, et qui sont vraiment, qui ont mis un nouveau, une nouvelle référence en termes de magie, en termes d'hypnose, et qui a inspiré beaucoup de gens. Et d'ailleurs, c'est ça la bonne nouvelle, c'est que c'est Anthony Jacquin qui sera là demain en invité. Et j'ai hâte de pouvoir lui poser plein de questions, parce que il est super connecté. Je lui ai parlé déjà beaucoup de. Il partage beaucoup
tout ce qu'il connaît, et donc il nous parlera de tous ses projets demain. Et je trouve qu'il a vraiment une vision du futur de l'hypnose, et c'est un peu lui aussi qui l'a fondé. Donc ce sera vraiment super intéressant. Ce sera en anglais, mais je ferai le traducteur si vous avez des questions. Bah voilà, on pourra lui poser. Et en tout cas, il est très très actif sur les réseaux sociaux, et ça va être génial de pouvoir l'interviewer. Bah, j'ai hâte d'être à demain. Donc demain, c'est à 18h, et à 17h, je ferai un live sur Facebook pour reparler un petit peu de l'hypnose. Donc Anthony Jacquin, lui, son hypnose, elle est beaucoup plus rapide, beaucoup plus impromptue, puisque c'est de la street hypnose, on va dire, et qu'on peut hypnotiser des gens dans la rue. Voilà encore un autre terme, une autre façon d'être dans des états de conscience modifiés. Et effectivement, c'est pas du tout les mêmes approches. Alors, on va partir sur les idées reçues avant de partir sur sa définition. Ça n'existe pas. Eh bien, qu'est-ce qui n'existe pas? Alors voilà, il faut d'abord se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'est que l'hypnose. On peut pas dire l'hypnose ça n'existe pas, puisque l'hypnose en fait ça veut tout et rien dire. Euh, donc on va définir l'hypnose dont on parle, et on va voir qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui n'existe pas. Mais effectivement, il y a une autre idée reçue, enfin en tout cas quelque chose qu'on entend souvent, c'est ça ne marche pas sur moi. Et effectivement, il y a peut-être pas l'intention de vouloir aller à un spectacle d'hypnose et de se retrouver sur scène et de faire le spectacle. Et c'est une autre définition de l'hypnose encore, ça c'est l'hypnose de spectacle. Donc ça ne marche pas sur moi, c'est une idée reçue dans le sens où l'hypnose, c'est une façon dont le cerveau fonctionne. Et l'hypnose, c'est une façon de connaître la façon dont le cerveau fonctionne, de connaître ses mécanismes, et de les recréer pour soigner, pour faire un spectacle, pour montrer qu'on peut faire des choses incroyables en état d'hypnose. Mais quand j'entends ça ne marche pas sur moi, en fait, tout le monde a déjà été hypnotisé, puisque tout le monde a déjà regardé un bon film, tout le monde a déjà lu un bon livre, et c'est perdu, c'est retrouvé dans un endroit où, tiens, qu'est-ce que je fais là? On prend souvent l'exemple, comme on a fait avec Marine, de la conduite, et effectivement, il y a des états modifiés de conscience où on est autre part de manière automatique, et donc on est dans un état d'hypnose, un état de transe. Donc il y a plein de différents types de trance, il y a plein de différents types d'hypnose, et donc le fait de dire ça ne marche pas sur moi, c'est une croyance, mais en tout cas dire un hypnotiseur de spectacle ne pourra pas m'hypnotiser sur scène, oui, si c'est pas quelque chose que vous recherchez, alors c'est normal. Ensuite, trouver un bon prof qui vous rend passionné sur quelque chose, il vous a un peu hypnotisé, influencé, et montré les bonnes étapes, les bonnes façons pour apprendre. Et c'est ça qui vous a aussi fasciné. Donc là, on déborde un petit peu, mais les états de conscience modifiés, c'est aussi se dire, tiens, j'ai trouvé des passions où quand je les fais, le temps ne compte plus, et je me perds complètement là-dedans. Et à ce moment-là, en fait, donc c'est vrai que des gens qui sont facilement hypnotisables, c'est des gens qui connaissent déjà ces états modifiés de conscience, parce que c'est un apprentissage, ça se fait pas automatiquement, peut-être chez certains, mais ça peut s'apprendre aussi. Et ces gens-là, par exemple, qui sont sportifs, les gens qui font des marathons, les gens qui font des épreuves physiques très dures, ont déjà appris à rencontrer leur inconscient pour savoir ce qu'il était possible ou pas possible de faire, et pousser leurs limites. Donc ça, là, je viens d'aborder aussi un peu d'auto-hypnose. Donc, c'est encore une autre façon d'aborder l'hypnose. Une autre idée reçue, c'est on peut prendre le contrôle des gens. Donc, non, on ne peut pas prendre le contrôle des gens, mais on peut leur faire faire des choses qu'ils ne s'imaginaient pas capables, puisque peut-être ils s'étaient jamais challengés, ils pouvaient le faire. Et peut-être qu'aussi, ils ont eu les bonnes petites étapes, incentives, pour pouvoir réussir à faire quelque chose qu'ils ne pensaient pas faire au début. Donc c'est pour ça que je vous ai mis encore des Rembrandt, puisque effectivement, si vous regardez ces séries Netflix, elles sont très très bien travaillées, mais en termes de psychologie et en termes de comment amener quelqu'un à faire quelque chose, alors vous verrez que
c'est pas en une fois et en un claquement de doigts qu'on peut prendre le contrôle de quelqu'un et lui faire quelque chose qu'il veut pas faire. D'ailleurs, on ne peut pas prendre le contrôle de quelqu'un. On va l'amener petit à petit à lui faire penser qu'il peut le faire. Mais ce n'est pas, c'est pas du tout. Euh, c'est vraiment une idée reçue, un fantasme un petit peu des gens. Après, de mieux contrôler ce qu'on fait et mieux que quelqu'un comprenne mieux comment vous vous contrôlez alors que vous avez l'impression que vous êtes décideur, ça c'est possible. Et donc du coup l'hypnose va permettre de pouvoir reprendre du contrôle euh, en lâchant prise, c'est-à-dire en disant il y a des choses que je ne peux pas contrôler et donc je vais peut-être pouvoir reprendre le contrôle sur ce que je peux contrôler, des choses sur lesquelles je me focusais pas avant. Donc du coup cette idée de contrôle, elle est très très intéressante parce que quand les gens disent ça, ça veut dire aussi que souvent c'est un peu de dire que ça pourrait arriver, qu'ils pourraient se sentir assez suggestif pour faire quelque chose qu'ils ne voudraient pas faire. Donc c'est assez intéressant d'entendre quelqu'un qui dit ça aussi. Alors c'est de la sorcellerie, charlatanisme, c'est un peu la même chose que ça n'existe pas, et c'est vrai que quand on voit quelques versions sulfureuses, un peu animées, et un peu, bah voilà, fantasmées, un peu de l'ordre du rêve, c'est vrai que ça fait un petit peu sorti de son contexte, ça peut paraître un peu comme de la sorcellerie, et c'est ce que je disais au début, et les choses qui sont invisibles, euh, parfois elles nous paraissent magiques, euh, alors qu'en fait elles s'expliquent, et, euh, et c'est un apprentissage, et c'est pas pour ça que ça n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'existe pas. C'est invisible, mais c'est là. Donc effectivement, il y a plein d'outils, et ça, on verra dans la pratique exactement quels sont ces outils. On ne va pas les détailler complètement, puisque moi, je me suis formé à l'hypnose sur de l'hypnose de rue, des livres, de l'hypnose ericksonienne, et, euh, et je suis pas hypnothérapeute, je suis pas hypnotiseur de spectacle, mais en tout cas, ça a changé ma façon de communiquer, puisque quand j'ai hypnotisé des gens pour la première fois, après Manchurian Approach justement, et bien en fait j'ai compris l'influence de plein de choses, de tous ces outils dont on va parler, et du coup ça a complètement changé donc ma façon de voir la communication, et c'est exactement ça, magicien de la communication, vous donner des, des nouveaux outils pour voir une meilleure, pour avoir une meilleure vision de nouvelles perspectives de votre communication et de celle des autres aussi. Donc des résultats en une séance, ce n'est pas possible. Je pense que pour les hypnothérapeutes, donc là on parle d'hypnothérapie, de quelqu'un chez qui vous allez quand vous avez un problème, et vous voyez, on a encore changé de notion d'hypnose, donc toutes ces idées reçues parfois, quand on parle d'un sujet qu'on connaît pas très bien, bah, c'est vrai qu'elles se rapprochent un petit peu. Des résultats en une séance, ce n'est pas possible. Ça s'est déjà vu, il y a des gens qui trouvent exactement, qui matchent complètement avec leur hypnothérapeute, et du coup, putain, je sais pas, c'est bizarre, j'ai un petit problème d'affichage. Bon, en tout cas, je vois que vous me voyez, mais c'est un petit peu. Ok. Euh, donc, il y a des gens qui trouvent la personne qui va trouver la clé, en fait, directement de leur problème, conscient ou inconscient. Alors ça, c'était très intéressant, j'ai trouvé, pendant l'interview avec Marine Descoll de la semaine dernière, qui est wingsuiteuse et hypnothérapeute, et qui m'a clarifié quelque chose aussi dans ma tête, qui était très important, c'était il y a des choses qu'on comprend à un niveau conscient et d'autres choses qu'on comprend à un niveau inconscient. Donc c'est vrai que donner les deux informations pour que la bonne compréhension se fasse sur les deux, eh ben, ça permet de rendre sa communication efficace, et ça permet à l'hypnothérapeute de pouvoir envoyer les bons messages quand il sait ce qu'il doit résoudre comme souci. Puisque en fait, qu'on parle d'hypnose ou d'auto-hypnose, euh, l'idée, c'est de se dire mon inconscient a les solutions, mais il ne sait pas encore aller les chercher, il n'arrive pas encore à trouver ce qu'il doit faire, mais une fois qu'il l'aura, tac, il va connecter. Et dans tout ce qui est PNL, on apprend que le cerveau, il fonctionne très très vite. Et dès qu'il a la solution, dès qu'il se passe quelque chose où il comprend, et ben en fait, il arrive à se remodéliser
tout ce qui est plasticité cérébrale. Et du coup, ça va mettre un petit peu de temps, mais ça va recréer des nouveaux automatismes puisque certaines croyances vont tomber ou euh, certaines volontés vont s'appuyer. Et donc ça arrive par exemple lorsqu'il y a un accident de santé, par exemple, où ça remet un petit peu sa vie en jeu, et hop, d'un coup, on va basculer, et donc on va avoir... donc ça veut dire que si l'hypnothérapeute que vous allez voir va réussir à trouver la clé, va réussir à recabler, à trouver les bons interrupteurs, à vous faire visualiser peut-être cette table des commandes et vous rendre compte que c'est vous le réalisateur de vos films intérieurs, que c'est vous aussi l'ingénieur son de vos voix intérieures, de vos musiques intérieures, puisque tout ça, vous pouvez le réguler. Et une fois que vous les aviez conscientisés, une fois que vous voyez un film en boucle et vous rendez compte que c'est cette musique qui va avec, vous pouvez la changer et vous pouvez avoir le contrôle sur ces nouveaux mécanismes. Donc des résultats en une séance, c'est peut-être pas ce qui arrive à chaque fois parce que ça peut être difficile d'identifier le problème et parfois il n'est pas conscient aussi le problème et ça peut être d'autres causes comme disait Marine. Donc effectivement c'est possible, mais ça n'arrive pas à chaque fois. Ça dépend de l'hypnothérapeute, ça dépend de vous, ça dépend de votre volonté, et ça dépend de ce mix entre ces dialogues qui se créent entre l'hypnothérapeute et vous. Donc, on a vu que l'hypnose, c'était... Oula, petit truc qui vole. On a vu que l'hypnose, c'était un mot un petit peu fourre-tout et que ça englobait un petit peu des états modifiés de conscience. Alors, il y a des gens qui vont se servir de l'hypnose pour faire des spectacles, pour montrer que quand on met les gens dans les bonnes conditions et qui sont lors d'un spectacle, on va réussir à les endormir et à leur faire des choses. On va réussir à leur faire voir des choses, leur faire croire qu'il fait froid, leur faire croire qu'il fait chaud. Et effectivement, ces hypnotiseurs de spectacle, euh, donc c'est tout un show. Donc on a dit, j'ai dit tout à l'heure, une idée reçue, c'est ça ne marche pas sur moi. On va se dire que la courbe c'est une gaussienne. Au début, même pas, c'est pas du tout une gaussienne, mais on va dire que euh, lors d'un spectacle d'hypnose, pas l'hypnothérapeute, l'hypnotiseur de spectacle, lui, va chercher les gens qui sont le plus suggestifs. Il va chercher les gens sur la fin de la courbe, les 1-2% avec qui ça fonctionne vraiment bien et avec qui le contact est directement avec lui. Donc c'est pour ça que quand on dit ça ne marche pas sur moi, ben, en fait ça dépend des hypnotiseurs et ça dépend du moment. Donc lui, lors de son spectacle, il sait que sur le nombre de personnes qu'il va avoir, il va pouvoir faire des tests au fur et à mesure pour pouvoir choisir les gens qui sont le plus suggestifs, mais ceux-là sont pas tous les gens. Et donc du coup, ça va lui permettre de trouver les gens qui vont venir. Souvent on dit ah c'est pas des gens, c'est des... Enfin si, quand on voit à la télé, on se dit tiens c'est pas des gens du public, ça doit être ses complices et tout ça, mais en fait pas du tout. Si vous allez voir un spectacle d'hypnose, vous êtes déjà hypnotisé puisque vous avez envie de le voir, vous êtes dans l'intention de voir ce qui se passe, soit d'être ouvert, soit d'être observateur. Et ça, ça dépend, mais en tout cas, ça permet de voir ce qui est possible de faire lors d'un spectacle d'hypnose. Moi, j'en ai vu pas mal, et à chaque fois, bah, j'adore voir en tout cas quels sont les mécanismes, comment ça fonctionne. Et moi, j'adore aussi me faire hypnotiser ou m'hypnotiser en fonction avec de l'auto-hypnose. Donc voilà, pour apprendre à mieux se parler, mieux dialoguer avec son éléphant, comme je vous disais, avec son inconscient. Est-ce que la définition de l'hypnose, c'est de l'hypnose de rue? Donc là, vous avez une pancarte, free hypnose, et puis vous pouvez hypnotiser les gens. Quel est l'intérêt, voilà, quelle est l'intention? Moi, quand j'ai fait beaucoup d'hypnose de rue, c'est de la découverte, en fait, montrer aux gens qui sont capables d'apprendre à modifier leur état de conscience. Euh, L'image aussi, c'est souvent de dire, tiens, quand on va dans l'eau, quand on va se baigner, parfois c'est plus froid, et puis après, ça... Donc il y a un état où, en fait, c'est un petit peu bizarre de changer d'état de conscience, mais une fois qu'on est dedans, après, on est bien. Et l'hypnose, c'est pareil, puisque une fois qu'on va fermer les yeux, une fois qu'on va se concentrer sur soi et qu'on va écouter ses sens, et ben ça va modifier un petit peu notre état de conscience. Est-ce que l'hypnose, du coup, c'est l'hypnothérapie qui permet de soigner les gens? Est-ce que l'hypnose, c'est l'hypnose médicale qui va permettre
parfois de réduire la douleur. Donc vous voyez, il y a plein d'utilisations de l'hypnose. Et j'avais lu des livres qui disaient que bah, pendant la guerre, avant, il y avait des gens qui avaient compris comment on faisait des hypnoses pour couper, couper un membre, puisque la douleur était tellement forte. Donc en fait, on a un peu oublié tout ce pouvoir, cette efficacité de l'hypnose, parce que ça paraît un peu simple de se dire, tiens, bah, juste une personne qui parle va arrêter la douleur de quelqu'un d'autre. Pourquoi pas? Est-ce qu'elle comprend qu'est-ce que c'est que la douleur? Est-ce que c'est un signal qui vient au cerveau, qui indique que quelque chose ne va pas? Et vous voyez, à force de recadrer, à force de rechanger, on va pouvoir changer sa perspective sur ses sensations, sur son état d'esprit, et du coup induire un état de conscience modifié. Donc voilà, est-ce que l'hypnose ça soigne? Eh bien, si. Donc là, le mot hypnose est là, mais ça, c'est vraiment pour de l'hypnothérapie, en fait. Et c'est vrai qu'il y a plein de thèmes qui peuvent être abordés lors d'une hypnothérapie et des phobies. Et par exemple, il y a des gens qui se débarrassent de phobies en une fois, des phobies très lourdes, et qui permettent en une fois de changer leur perspective sur cette peur qui parfois peut leur paraître une fois la séance faite irrationnelle et déclencher des automatismes euh, qui sont plus dans leur comportement habituel, et du coup changer leur perspective là-dessus va pouvoir permettre de régler, de diminuer parfois cette phobie et parfois de la retirer. Puisque une phobie, c'est quoi? C'est un comportement de votre automatique de votre cerveau pour vous protéger. C'est quelque chose qui vous dit il y a un danger et il faut s'en aller, ou il faut faire quelque chose, ou alors vous paralyser. Mais enfin, vous voyez qu'il n'y a pas que des choses, du coup, il y a aussi les performances sportives, et effectivement, on a beaucoup parlé de ça, de se préparer, visualiser, anticiper, vont permettre de conscientiser ces soft skills pour justement les transformer en super pouvoirs le moment venu. Donc, dans la pratique, il faut savoir que l'hypnose, ça. Yes, je voulais juste voir s'il y avait du monde dans le chat. Donc, dans la pratique, je vous conseille ce livre, Un cerveau pour changer, qui est vraiment les bases de la programmation neurolinguistique, qui a été créé par Richard Bandler, hein, l'un des pionniers, l'un des fondateurs de la PNL, la programmation neurolinguistique. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire comment se programmer ces neurones, ces connexions neuronales par notre langue, notre communication, les mots qu'on dit aux autres, les mots qu'on se dit à soi. Une fois qu'on comprend nos programmations, eh bien on va pouvoir dire les bons mots, et une fois qu'on comprend que la personne dit des mots en face parce qu'elle a aussi des programmations et qu'elle a des programmes, et bien du coup on va pouvoir savoir quel programme elle utilise, et on va pouvoir être plus efficace dans sa communication. Donc il y a aussi quelque chose qui s'appelle l'hypnose conversationnelle, qui est faire des suggestions, enfin passer des messages au conscient et à l'inconscient pour bah, pouvoir faire passer les bons messages, justement. Et donc, la programmation neurolinguistique, ça a été inventé par Bandler et Grinder, et c'est l'idée de se dire, tiens, quels sont tous les programmes qui sont similaires entre les gens qui réussissent, donc les gens qui sont sportifs de très haut niveau, les gens qui sont dirigeants, voilà, tous les gens qui ont réussi euh, leur projet d'entrepreneur, et donc ils vont les voir, et en leur posant plein de questions, il y en a un qui est linguiste et l'autre qui est mathématicien, ils se rendent compte qu'il y a bien des patterns, des similarités, et donc du coup ils ont écrit ces bouquins. Je crois que c'est dans les années 80 ou quelque chose comme ça, mais Richard Bandler, je l'ai vu en conférence en ligne pendant le premier confinement, et il a écrit plein d'autres bouquins déjà, et il y en a un enfin, ces derniers bouquins sont vraiment impressionnants, et ils donnent des techniques, euh, voilà, de programmes pour se déprogrammer ou pour se reprogrammer en fonction de ce qu'on veut.
Donc, c'est le concept aussi est intéressant de se dire que et on a le choix, on peut agir sur son inconscient et donc sur sa réalité consciente. Donc dans la PNL, ça permet de mieux connaître ces mécanismes. Et je vous en ai mis quelques-uns, on appelle ça des métaprogrammes en PNL. Et donc, bon là, vous les avez en anglais, mais par exemple, c'est vous avez un objectif, est-ce que euh, vous allez vers cet objectif ou est-ce que vous préférez vous débarrasser de choses qui ne vous aiment pas, qui vont vous bouger. Donc je vous donne un exemple très simple. Est-ce que vous quitteriez votre travail d'aujourd'hui parce que vous voyez quelque chose de mieux ou alors parce que c'est abusé là où vous êtes et que vous n'aimez pas l'ambiance et donc vous en débarrassez. Et donc ça permet de voir que y a deux sortes d'attractions hein, magnétiques, on va dire ça comme ça, pour, qui s'attirent en fait. Donc c'est important par exemple si vous voulez faire une campagne de publicité avec un produit, de dire ce produit vous permettra d'être plus intelligent par exemple et de dire au revoir à la stupidité par exemple. Et du coup ça vous permet d'avoir ces deux métaprogrammes en un, puisque des gens sont plus en allant vers et d'autres sont plus en se débarrassant de. Donc voilà, ces métaprogrammes, ça va permettre de voir si je vous donne euh, trois formes des rectangles, est-ce que vous allez est-ce que vous allez voir trois rectangles ou est-ce que vous allez voir une forme comme ça, une autre forme comme ça. Et ça permet de dire est-ce que vous êtes plus dans le. Est-ce que vous regardez plus les ressemblances ou est-ce que vous regardez plus les différences. Et en fait, quand vous parlez à des gens, quand vous communiquez avec des gens, eh bien en fait on voit ces métaprogrammes qui s'expriment. Est-ce que vous êtes plus en communication externe, en communication interne. Ah non, c'est en dessous ça, le tri sur soi ou le tri sur les autres. Est-ce que vous écoutez plus ce que disent les autres et leur avis ou est-ce que vous écoutez plus vous, votre voix intérieure. Donc voilà, en fait, ces métaprogrammes, ils vont vous permettre de mieux connaître vos mécanismes et vous allez pouvoir les repérer aussi chez les gens. Ah, ah bah voilà le. Donc, en fait, quels sont les outils que l'hypnotiseur, l'hypnothérapeute, la personne qui est hypnotisée va utiliser. Bah, elle va utiliser, comme on a vu, son verbal, son paraverbal et son non-verbal. Alors, en auto-hypnose, effectivement, c'est pas la même chose, mais en tout cas, ça va être les mêmes mécanismes. L'hypnotiseur, lui, ça va être un guide qui va vous expliquer comment atteindre cet état de conscience modifié. Donc là, je vous ai mis quelques exemples, puisque, en fait, dans le verbal, quand on entend les gens parler, on va pouvoir définir quels sont le canal, quel est le sens qui a capté cette information et qui l'a retraduit. Donc quand quelqu'un dit euh, j'ai fait de la plongée pour pimenter le séjour, on est plus sur le G, le gustatif. Et donc du coup, est-ce que c'est peut-être c'est aussi les émotions, c'est les émotions vives qui ont pimenté le séjour. Mais en tout cas, ça a pimenté, ça va permettre de tiens, se dire est-ce que quand je l'invite à manger, je lui propose quelque chose d'un petit peu différent et en tout cas de jouer avec ça pour rentrer dans son univers et pour fluidifier la communication. Donc j'en suis tout abasourdi, donc auditif, j'entends plus rien, j'arrive plus à processer les choses que j'entends. Donc du coup, comment est-ce qu'on peut rebondir là-dessus aussi. Tiens, c'est quoi abasourdi, qu'est-ce que t'entends par là. Je n'aime pas trop la tournure que prend cet événement, ça sent le roussi. Donc bah, ça sent le roussi, est-ce que c'est est-ce que tu as l'impression que ça va trop vite, ça s'enflamme. Est-ce que tu as l'impression qu'il n'y a pas les bons ingrédients dedans. euh, Ce projet ne m'inspire pas confiance, on va droit dans le mur. Donc là, vous avez l'image claire et nette de la personne qui se sent projetée contre quelque chose d'immobile. Donc, est-ce que vous pouvez le contourner. Est-ce que vous pouvez passer par au-dessus. Est-ce que vous pouvez faire un trou. Est-ce que vous pouvez creuser en dessous. Voilà, il y a peut-être une façon de voir ce mur différemment qui va permettre de réinspirer la confiance à la personne qui vous dit ça. Ce projet est génial, rien de savoir qu'il est bientôt en vente, j'en suis tout excité. Donc du coup, bah là, très kinesthésique sur comment son corps réagit, comment il se sent.
Et donc, dans la pratique, si déjà vous écoutez ces canaux sensoriels, eh bien, vous pourrez jouer, commencer à rentrer dans l'univers des gens. Et comme je vous le disais, quand vous parlez à un public plus varié, vous allez aller sur tous les canaux, trouver des mots dans chaque champ lexical pour pouvoir euh, parler aux visuels, aux auditifs, aux kinesthésiques, aux olfactifs et aux gustatifs. Donc le verbal, vous avez aussi la grammaire hypnotique. Donc ça, c'est vraiment le choix des mots. On va pas du tout rentrer dans le, dans le sujet, puisque moi j'ai un jeu de cartes, par exemple, avec 52 cartes, et chacune, il y a une expression, un mot, qui permet d'avoir plusieurs sens. Je vous fais je vous donne quand même un exemple. Le mot maintenant, euh, ou le mot n'est-ce pas, vont permettre de générer, tiens, maintenant, qu'est-ce qui se passe. Euh, et donc, du coup, je vais vous demander de fermer les mains maintenant, et il va se passer ça. Donc, va permettre de lier, va permettre de fluidifier la communication. Et bon, on en parlera demain, du coup, avec Anthony, puisque c'est vraiment ce, là où je veux attirer votre attention, c'est vraiment que je vois la communication comme une technologie et qu'effectivement, quand on connaît les mécanismes et comment euh, on peut faire passer des messages au conscient et à l'inconscient grâce à notre communication, eh bien, ça va permettre de comprendre comment ça fonctionne et comprendre aussi de savoir quel impact on a généré lors de notre présentation. Donc après, dans la pratique, une fois que vous avez le verbal, donc les mots que vous avez choisis et comment vous les avez dit, vous avez aussi le paraverbal qui sont quel rythme vous allez mettre et quels sont les silences que vous allez laisser pour laisser intégrer l'information euh, et pour voir si vous avez bien fait passer vos messages. Donc un hypnotiseur, il va parler par exemple à votre corps et à votre esprit en même temps et il va laisser des silences pour voir si quand il vous donne une suggestion de mettre vos bras ou de fermer votre poing, eh bien, si vous allez le faire. Et donc, ces silences vont permettre de comprendre que les personnes ont capté l'information. Donc, ça aussi, c'est pareil lors d'une présentation. Euh, c'est comment est-ce que vous rythmez vos interventions. Et si je vous ai mis le petit point noir en dessous, là, c'est parce que on verra ça dans les dernières Jedi Classroom. Ça s'appelle la théorie du contraste. Et c'est aussi pour dire que votre cerveau euh, va chercher toujours à simplifier l'information et à voir le plus ce qui est contrasté. Donc si vous avancez un petit peu votre tête vers ce point noir et que vous fixez ce point noir, et bien en fait toute la tache grise autour, elle va disparaître. Et en fait, ça, c'est pas une illusion d'optique, c'est un fonctionnement naturel de votre cerveau euh, qui est si l'information, elle n'est pas contrastée et qu'elle est lissée comme ça, bah, je vais prendre ce qui est intéressant, c'est-à-dire un point noir et le reste, c'est du blanc. Et du coup, ça permet aussi de savoir que si vous mettez pas de rythme, si vous êtes toujours lisse, et ben en fait le cerveau, bah en fait il le filtre un petit peu comme un bruit d'avion hein, ou la radio quand c'est toujours pareil et qu'il se passe rien, ou comme de la musique quand il se passe rien pour vos oreilles, et ben au bout d'un moment vous allez le filtrer et puis ça va plus vous intéresser. Donc le rythme, ça va permettre vraiment et les silences de faire intégrer l'information et de jouer avec la façon dont vous dites les choses. Ensuite, dans le non-verbal, dans la pratique, donc c'est la synchronisation. On en a parlé aussi, là, je sais plus dans lequel, oui, dans la communication non-verbale avec Louis Augustin. Mais clairement, c'est la synchronisation, c'est les conditions et les conséquences d'une bonne communication. C'est quand vous vous sentez vraiment en faire qu'un avec la personne avec qui vous êtes en train de communiquer. Euh, quand vous êtes donc il y a plusieurs niveaux de communication. Hein. Il y a le niveau de la respiration où vous allez respirer à la même. Et d'ailleurs, je vais pas vous, je vais pas vous mettre le slide censuré d'après, mais vous vous rendez bien compte que lorsque on est complètement synchronisé avec une personne sur la même respiration, et ben, je crois que c'est à peu près au moment du sexe et que il n'y a pas que dans ces moments-là que ça peut jouer
beaucoup sur vous. Et quand vous faites un cours ou quand vous coachez une équipe sportive, le haka par exemple, et ben, créer et insister sur cette synchronisation de la respiration, et ça va permettre de créer, de fluidifier, de consolider l'équipe. Donc la respiration, c'est un outil qui permet de se recentrer et reprendre parfois le contrôle de ses pensées, mais qui va permettre aussi de créer de la connexion entre les gens. Donc respirer en synchronisation avec quelqu'un, ça, c'est déjà une bonne étape de connexion pour de la bonne communication. Et après, je vous dis, ça c'est un niveau presque invisible de la synchronisation. Mais là, si je vous ai mis cette photo, c'est parce qu'on synchronise tout le temps avec les gens. On a envie de prendre notre portable quand on les voit prendre un portable. On a envie de bailler quand on les voit bailler. Quand quand on travaille dans une entreprise, au fur et à mesure, il y a un dress code qui se met et les gens s'habillent un petit peu pareil. Donc, effectivement, et la synchronisation, c'est un état naturel. Hein. C'est comme ça qu'on a appris hein, quand on était petit et qu'on marchait à quatre pattes. On avait envie de voir, on avait envie de se mettre pareil et de se synchroniser avec des gens. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a parfois peut y avoir des problèmes de synchronisation, même en taille, puisque une personne, un enfant qui parle à un adulte, ou même un adulte debout qui parle à un adulte assis, et ben, il y a une synchronisation non verbale qui n'est pas présente, et du coup, ça peut créer un problème. Et dans la pratique, ça veut dire aussi se synchroniser, ça veut dire aussi être capable d'observer l'état de l'autre. Quel est son état? Est-ce qu'il est en colère? Est-ce qu'il bouge partout? Ou alors est-ce qu'il est tout calme? Est-ce qu'il est posé? Est-ce qu'on va pouvoir se synchroniser là-dessus? Alors souvent on vous a dit mettez-vous dans la même position. L'idée c'est pas de singer et de se faire griller. L'idée c'est de fluidifier et d'observer et de montrer à la personne qu'on est là, on la comprend. Donc je voyais, j'ai posté sur la page Facebook, il y avait quelque chose sur le mirroring, du coup c'était ça, c'est redire les trois derniers mots. Alors c'est pas tout le temps ou pas tout le temps les trois derniers mots, mais en tout cas c'est une masterclass sur la négociation. Et effectivement, pour fluidifier un échange, pour fluidifier une négociation, on vous a parfois dit qu'il fallait paraphraser. Moi, je pense qu'il faut synchroniser et synchroniser, c'est pas pareil et c'est pas quelque chose qu'il faut faire consciemment aussi. C'est quelque chose sur lequel il faut s'entraîner au fur et à mesure qui vient. Donc, par exemple, c'est un exemple plus perso, mais avec les enfants, moi, je répète toujours le dernier mot ou le dernier bruit qu'ils ont fait pour qu'ils comprennent et qu'ils conscientisent qu'ils ont fait ce bruit-là, par exemple. Donc, du coup, avec mes petits neveux, c'est intéressant puisqu'ils me disent quelque chose et je vais répéter le dernier truc. Et donc, du coup, je me mets à niveau et après, je leur dis ah oui, qu'est-ce que tu voulais me dire? Et donc, ça va permettre de fluidifier. Et ils sont fans, ça, les enfants, parce que ça permet de dire non, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu cries comme ça? Pourquoi machin? Non, là, c'est je crie aussi. Ah, mais en fait, donc je vais chercher dans son univers. Et après, et alors après, pour tout ce qui est non-verbal lors des entretiens, c'est pareil, c'est euh, bah, manager son audience, manager son espace, son environnement, savoir si on est assis, savoir si on est sur la tablette, si on se met à côté pour regarder une présentation, ou savoir si on se met face à face. Alors si on se met face à face lors d'un entretien, on va peut-être se mettre un petit peu plus serré, puisque ça va pouvoir resserrer, et du coup ça va être plus agréable de discuter avec une personne de côté que direct en frontal. Et c'est ce qu'on appelle aussi un confident. C'est les fauteuils en S où vous pouvez vous asseoir comme ça, puisque en fait vous avez euh, une bulle devant vous, mais qui est ovale, qui va pas trop sur les côtés, et donc parler à quelqu'un de côté va être beaucoup plus facile que d'aborder quelqu'un de front en fait. Parce que de front, on ne sait pas exactement quelle est la taille de la bulle de l'autre personne. Il y a des gens qui ont des bulles très petites, des gens qui ont des bulles grandes. Et donc, pour aller vers quelqu'un, autant aller soit sur le côté euh, plutôt que directement en frontal. Voilà pour la pratique. Bon, ça, c'est vraiment en one-to-one. Hein. Donc, pourquoi ça fonctionne en fait? Comment ça fonctionne l'hypnose? En fait, c'est de se dire, c'est de se dire que tout ce que notre cerveau il imagine, eh bien, il le crée un petit peu réel.
c'est pour ça que j'ai mis ça. Alors ça, c'est aussi pour faire attention à ce que vous faites comme rêve, puisqu'il y en a certains qui se réalisent, mais puisqu'en fait, c'est ça, c'est que dès qu'on pense à quelque chose, eh bien, ça existe dans notre cerveau. C'est pour ça que avec Marine, on insistait sur le fait que l'inconscient ne comprend pas la négation. Donc consciemment, on peut faire... donc là, n'oubliez pas, euh, on peut faire le consciemment, on comprend qu'ils disent n'oubliez pas, alors donc il faut l'oublier, mais consciemment, n'oubliez pas, ça veut dire oublier, tiens, qu'est-ce que ça veut dire, et mettre une croix dessus. Et donc, du coup, quand on va dire à quelqu'un n'oublie pas ça, eh ben, il va avoir tendance à l'oublier, puisque la commande inconsciente, c'est oublie ça. Donc, ça, c'est une autre façon de dire que bah, on peut parler à deux, à l'inconscient et à l'inconscient, et qu'en fait, les phrases, donc pour ça aussi, qu'on tourne les choses en positif, pense à prendre cet objet et ça va permettre de fixer cette pense à prendre cet objet. Ah, ok, je vais y penser. Et donc voilà, ça permet de contourner ces lacunes de négation qui font que bah, oui, l'inconscient ne le comprend pas. Donc ça fonctionne puisque bah, un rêve, quand vous êtes dans un rêve, donc là, Inception, c'est le film parfait pour se dire, tiens, bah oui, quand je rêve, c'est réel. Et quand on est en état d'hypnose, les choses nous paraissent aussi réelles. On est conscient, on n'est pas endormi, on peut se souvenir de ce qui s'est passé, on peut ne pas se souvenir. Ça dépend de ce qu'on a envie, ça dépend aussi de ce que l'hypnotiseur a voulu aussi nous laisser ou pas nous laisser, puisque euh, ça vous est déjà arrivé d'oublier certaines choses qui vous arrivent, eh bien c'est pareil, en fait, un hypnotiseur, il va réutiliser ces mécanismes pour vous faire oublier ce qui vient de se passer lors du spectacle. Il va pas inventer des choses qui n'existent pas, il va juste recréer des choses que vous avez déjà vécues. Vous avez déjà oublié un nom d'un acteur célèbre et vous n'arriviez pas à le retrouver. Bon, bah, il va réussir à faire ça. Vous avez déjà eu l'impression de voir quelque chose qui n'était pas là, comme votre chat ou votre pull, ou, et ben, l'hypnotiseur sait que ces mécanismes existent et va réussir à les recréer, puisque c'est des mécanismes naturels et qui arrivent déjà. Donc, ça vous arrive d'oublier des prénoms. Et alors après, quand ça passe à euh, oublier des chiffres et plus pouvoir parler, on passe encore dans une autre étape. Mais pourquoi ça fonctionne? Parce que dans nos têtes, c'est réel. Du coup, ça devient réel pour la réalité qui est nôtre. Et aussi, euh, c'est plus schématiquement, c'est la boucle hypnotique. En fait, vous avez sur ce modèle, vous avez quatre portes d'entrée. Ces portes d'entrée, c'est soit l'expérience, soit l'expérience qui va créer une croyance, la croyance qui va imaginer quelque chose, qui va envoyer une réponse physiologique, qui va créer l'expérience. Par exemple, quelqu'un vient vous voir et vous dire ah, tu sais que parler en public, c'est vraiment stressant. Tiens, j'ai une croyance, mon imagination, est-ce que c'est stressant? Une réponse physiologique, ça doit pas être très sympa quand même que tout le monde se montre là. Ah tiens, l'expérience est faite que, ah oui, ah donc ma croyance se renforce. Et donc vous allez être sur cette boucle hypnotique. Et donc ça permet de savoir que effectivement on est dans une boucle et que pour casser cette boucle, il va falloir réussir à rentrer par l'une de ces quatre portes, réussir à faire imaginer les choses différemment, réussir à avoir un ressenti différent, à expérimenter les choses de façon différente. Elles ne se sont pas passées comme j'avais prévu qu'elles se passent, et du coup, créer une nouvelle croyance. Donc ça, c'est des mécanismes avec lesquels les hypnothérapeutes vont pouvoir jouer pour débloquer du coup certaines choses auxquelles vous pensez qu'il n'est pas possible de changer. Puisque clairement, l'idée de l'hypnose aussi, c'est de changer un mécanisme, un automatisme où on se dit consciemment que c'est pas possible et inconsciemment, il a bien été mis en place pour avoir une fonction et donc il faut comprendre quelle est cette fonction et comprendre comment on peut la changer. Et votre cerveau, lui, il va faire le boulot directement puisque votre cerveau, il est super intelligent et il a surtout besoin de la bonne clé, du bon interrupteur. Il a besoin que euh, vous ayez cette salle des commandes en vue, vous sachiez que vous êtes réalisateur et vous commenciez à observer. Et même si effectivement on ne se souvient plus si on a fermé la porte ce matin, on se souvient pourquoi on s'en souvient.
Eh bien, parce que il y avait une expérience, il s'est passé quelque chose à ce moment-là, et on n'était pas, ça nous a marqué. Pourquoi? Parce que l'information était contrastée. Quand on ferme la porte du matin, si on le fait dans une routine, l'information est complètement lisse, et donc du coup, on s'en souvient pas. Par contre, si on est conscient sur le moment présent et on va fermer la porte, et qu'on se dit, tiens, j'ai fermé la porte, et bien là, on va marquer l'information. Donc c'est exactement ça qui va, du coup, je vais vous recommander, rythmer, contraster vos informations quand vous faites une présentation, puisque c'est exactement ce qui va se passer quand on est hypnotisé aussi. Et hypnotisé, c'est intéressant, c'est-à-dire que si on veut hypnotiser quelqu'un, on appelle ça le pace and lead, donc le rythme de donner une commande à la personne, voir si elle le fait, et après continuer, attendre, voir si elle le fait, et procéder par petites étapes comme ça. Et en fait, c'est ça la théorie du contraste, c'est de se dire, bah, si je claque des doigts tout de suite, la personne, elle va pas tomber, c'est un apprentissage. Il faut lui apprendre, il faut la conditionner. Et donc, il faut lui montrer toutes les étapes pour qu'elle y arrive. Et donc, bah, vous pouvez apprendre vraiment tout. Et l'idée des Jedi Classroom, en fait, c'est ça, c'est de changer vos perspectives pour vous montrer que l'apprentissage, vous l'avez déjà. Il faut juste comprendre quelles sont vos mécaniques d'apprentissage et vous allez pouvoir reconscientiser un petit peu tous ces soft skills. Et ça vous donnera des super pouvoirs. Donc là, l'idée, c'est pas de vous c'était de vous expliquer quels sont certains outils d'hypnose euh, et d'hypnothérapeute, de faire un petit peu le clair là-dessus et que vous compreniez en tout cas que tout ça, ça se base sur la conscience, l'inconscient, les états modifiés de conscience et qu'il y a plein de gens qui travaillent à fond là-dessus et que ça touche beaucoup de domaines et ça aide beaucoup de gens. Et donc de comprendre en tout cas quels sont ces mécanismes, eh bien ça va pouvoir vous permettre de réapprendre, de remettre une couche de conscience sur tous vos mécanismes de communication et ça vous permettra de devenir ou alors de réveiller surtout le magicien de la communication qui sommeille en vous. Voilà, bah j'écoutais, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris plein de trucs. Si vous avez des questions, on va en parler toute la semaine là. Et puis demain à 18h, du coup, super invité avec Anthony Jacquin. Merci beaucoup d'avoir été là. Et puis je vous souhaite une très très bonne journée. Si vous avez des questions, eh bien je suis dispo, réseaux sociaux, tout ça. Voilà, ciao, bonne journée, à plus, bye.